Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale mais qui me tenait vraiment à cœur de la faire. Donc si vous l'avez pas remarqué, donc moi je suis née avec une fente labiopalatine et je vais vous raconter un peu mon histoire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette malformation survient au stade embryonnaire. Donc comment ça se forme, c'est qu'en gros à ce stade nous on n'est qu'un amas de bourgeons qui vont venir fusionner ensemble. Et justement cette malformation, c'est que les bourgeons du nez, de la lèvre et du palais vont mal fusionner ensemble, ce qui peut engendrer plusieurs types de fentes. Donc la fente labiale, ça touche que la lèvre, donc ça peut être la lèvre du côté droit, la lèvre du côté gauche, ou parfois les deux. Il y a aussi la fente palatine, donc là par contre ça touche pas la lèvre, mais ça touche que le palais, donc il y a un bon trou dans le palais. Et puis il y a la fente labiopalatine, donc là ça touche le palais et la lèvre. Et moi c'est ce que j'ai. Ah oui, j'ai oublié, là où il y a la fente justement, on a une dent et normalement elle ne doit pas pousser. Mais pour mon cas, la mienne a poussé et pour un ami à moi, il en a eu deux. Donc ça dépend. Donc pour moi, ça a commencé comme tout le monde dans le ventre de ma mère. Donc mes parents l'ont su à 5 mois de grossesse. Donc pour eux, ça a été un choc, clairement. Ils étaient sidérés. Ils avaient déjà entendu parler de cette malformation, mais ils n'en avaient jamais réellement vu. Parce que oui, il faut dire que moi je suis une 96 et qu'en 96, internet c'était pas comme maintenant. On pouvait pas y accéder aussi facilement. Donc du coup mes parents étaient vraiment désemparés. Et surtout ils se disaient pourquoi ça arrive à nous, pourquoi ça arrive à moi, pourquoi ça arrive à notre enfant quoi. Ils ont dit mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire de mal pour que ça m'arrive. Parce que oui, la fente peut être héréditaire, mais elle peut aussi arriver comme ça, d'un coup elle le veut, elle arrive. Et pour moi c'est ce qui s'est passé, je suis la seule de ma famille pour l'instant à l'avoir. Et voilà. Mes parents ont décidé de prévenir mes frères de ma malformation la veille de ma naissance, car ils voulaient pas les inquiéter et surtout parce qu'ils allaient poser plein de questions sur moi et mes parents n'étaient pas du tout en mesure de répondre à leurs questions. Et le 16 mars, je suis née. J'étais en pleine forme, mis à part petits détails. J'étais un beau bébé. C'est le plus jeune de mes grands frères qui a eu le plus du mal. Il avait 6 ans à l'époque. D'après mes parents, c'était vraiment très dur pour lui. Parce que ils comprenaient pas pourquoi leur petite sœur avait ça. Et ma mère m'a raconté qu'elle avait demandé aux maîtresses de mes frères de ne pas leur demander si leur petite sœur était jolie, pour pas qu'ils y aient à répondre justement. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, moi je me suis fait opérer par le professeur Stricker et le docteur Simon à Nancy. Donc ensuite de 0 à 10 jours je suis nourrie sous sonde, car comme j'ai un trou dans le palais, tous les aliments que j'ingurgitais repassaient par mon nez, enfin bref. Du coup à 10 jours on me fait une empreinte du palais pour pouvoir me faire une plaque pour que je puisse mettre dans mon palais pour que les aliments ne passent plus par mon nez. Ensuite quand j'avais 1 mois, on m'a fait ma première chirurgie. On m'a fait une lipoadhésion. En gros, on recousu les 2 bouts de lèvres ensemble pour pouvoir en former qu'une normalement. 1 mois plus tard, on m'a refait une empreinte au niveau du palais, car en 1 mois j'ai grandi, donc du coup rebelote. On me refait un faux palais pour que je puisse manger. Donc à 6 mois, grosse opération, on m'a prélevé du périoste dans la jambe gauche pour faire l'ossature de mon palais, si j'ai bien compris. Donc en gros, ils m'ont ouvert la jambe, ils m'ont pris du périoste, ils l'ont mis dans le palais pour que ça fasse un vrai palais continu. Et voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, j'avais une petite cicatrice comme ça. Et comme j'ai grandi, elle a grandi avec. Du coup, j'ai une cicatrice de 30 cm de long sur la jambe. Après, j'ai eu d'autres opérations pour recoudre ma lèvre. J'en ai eu plusieurs. Donc après, j'ai subi une opération pour redresser mon nez. Donc je devais avoir 5 ans, 4-5 ans, 5 ans je crois. Donc en fait on m'a pris du cartilage de l'oreille, on me l'a mis, je crois, on me l'a mis ici là en fait, à ce niveau là, pour pouvoir redresser un peu mon nez parce qu'il était vraiment très affaissé du coup. Ah oui, donc comme on sait que tout ce qui est nasal, tout ce qui touche au nez, ça touche aussi les oreilles. Donc quand j'étais petite, j'étais énormément sujette aux otites. Je ne pouvais pas aller à la piscine,
J'ai dû me faire opérer pour me poser des drains. Enfin, c'était vraiment horrible quoi. Je me rappelle pour aller à la piscine, je devais faire des empreintes au niveau des oreilles. J'avais des bouchons comme ça à rentrer dans les oreilles pour pouvoir aller dans la piscine parce qu'il fallait absolument pas qu'une goutte d'eau rentre dedans. C'était juste horrible. Enfin, j'ai subi ma dernière opération il y a 3 ans, quand j'avais 18 ans. Donc c'était une chirurgie réparatrice esthétique. Donc ça avait pour but de, on va dire que je respire mieux parce que je respire quasiment pas d'anarine. Oh, ça dépend des jours. Et pour redresser encore un peu plus mon nez. Donc cette opération a été vraiment très horrible pour moi. Ça a été la pire de toutes. Mais vraiment, j'ai tellement détesté ce moment que je ne voulais pas qu'on prenne en photo. Je ne voulais avoir aucun souvenir de ce moment tellement il était horrible pour moi. Mais je pense que ça vient majoritairement du fait que j'avais gardé un super bon souvenir en pédiatrie à l'hôpital. Parce que les infirmières étaient vraiment juste géniales avec toi. Le soir, elles avaient leur petit chariot de plein de sucreries. Elles toquaient, elles disaient alors, tu veux quelque chose? Vas-y, choisis ce que tu veux. Et puis là, bah, bienvenue dans le monde des adultes. Donc ça a été vraiment très douloureux pour moi car du fait de mes nombreuses opérations, on va dire que depuis que je suis toute petite, maintenant je supporte plus l'oxygène qu'on met par masque à respirer. Ça a une odeur horrible. Je fais des crises d'angoisse à chaque fois que je sens cette odeur. Enfin, je peux plus. Et lors de cette dernière opération, je l'avais bien stipulé. Chose à savoir aussi, avant l'opération, on m'a demandé d'enlever tous mes bijoux et mes piercings. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais énormément de piercings et énormément de bijoux. Donc j'avais enlevé tous mes piercings et tous mes bijoux, mais j'avais oublié d'enlever mon piercing à l'oreille. Voilà. Donc ensuite, je me réveille de mon opération. J'étais encore dans les vapes, j'avais énormément mal au nez. Il y a un mec, il arrive au-dessus de moi. Il me gueule dessus et il me dit ouais mais tu te rends compte, t'as pas enlevé ton piercing, on a dit que tu devais tout enlever, tout ça. Et de là, il commence à me mettre le masque d'oxygène. Donc moi, je l'enlève, je lui dis non. Il commence à me dire mais pourquoi tu veux pas le mettre? Je dis bah je veux pas le mettre. Enfin, de toute façon je n'arrivais pas à parler, je lui ai juste dit je veux pas le mettre, je supporte pas ça. Il me dit mais faut te faire soigner ma pauvre, c'est débile. Il m'a clashé le mec, moi je venais juste de me réveiller. Et de loin j'entends quelqu'un dire mais regarde son dossier, c'est bien marqué, faut pas lui donner d'oxygène. Et le mec après il a dit ah oui, voilà un exemple de ce qui s'est passé lors de ma dernière opération. Voilà. Donc en gros, ce que je retiens après cette opération, c'est que l'esthétisme c'est plutôt pas mal, c'était mieux qu'avant. Mais par contre, niveau réparatrice, ça a pas fait grand chose, alors je l'ai pas remarqué. Donc sinon quand j'étais petite, comment je l'ai vécu tout ça. Donc faut savoir que mes années scolaires se sont relativement bien passées car je me suis retrouvée quasiment qu'avec les mêmes personnes de la maternelle jusqu'au collège. Donc à part quand je me chamaillais avec d'autres gamins et qui me disaient ah t'as un gros nez, c'était pas du harcèlement et on va dire que j'en ai pas souffert à l'école. Même je dirais même que quand il y a d'autres enfants qui m'insultaient, ceux de mon école parfois venaient me défendre. Je trouvais ça plutôt cool. C'est surtout quand mes parents me forçaient à aller dans des centres aérés ou dans des colonies que ça a été le plus difficile pour moi. J'en ai vraiment souffert car les enfants je les connaissais pas et que comme j'étais différente, et bien sûr j'étais à l'écart. Et c'était vraiment très dur, ils m'insultaient de tous les noms, gros nez, Shrek. Et bien sûr, comme je parle du nez, ils se moquaient de moi en parlant et en se pinçant le nez et en parlant comme un canard quoi. Mais c'est vrai que ouais, c'était vraiment quand je connaissais pas les enfants et que justement eux ils étaient déjà en groupe et moi j'arrivais, ils me connaissaient pas et j'étais seule quoi, toute seule. Donc en y repensant, j'en ai pas énormément souffert socialement de ma différence. C'est plus les petits tracas au quotidien. Par exemple, quand j'étais petite,
Enfin, peut-être pendant 10 ans, j'ai dû faire de l'orthophonie pour parler moins du nez. C'est quelque chose qu'à l'époque, quand j'étais petite, je trouvais ça très chiant car je savais pas pourquoi on me faisait faire ça. Je pensais que ça allait rien faire du tout. Et au final, si, ça m'a quand même pas mal aidé. Il y avait quoi d'autre? J'ai aussi mon premier appareil dentaire à 8 ans. Faut savoir qu'à l'époque, c'était pas du tout commun d'avoir un appareil dentaire aussi jeune. Ça veut dire que je zozotais. Je me rappelle, j'étais en CE2, CE1, CE2. Et la maîtresse me forçait à lire un texte alors que je zozotais, que j'avais mon palais. C'était juste horrible. Donc maintenant, c'est vrai que tous les ans, je suis obligée de me faire un faux palais parce que justement, mes dents risquent de bouger, mes dents du haut. Donc du coup, tous les ans, je dois refaire un faux palais et normalement, je dois le mettre tous les soirs pour pas que ça bouge quand j'y pense. Donc c'est vrai que suite à mes nombreuses opérations, ça avait provoqué des cicatrices internes à ce niveau, au niveau du cerveau, de la bouche, tout ça. Et j'étais comme hyperactive en fait, je bougeais tout le temps, il fallait que je bouge. Et apparemment, quand j'étais petite, 6 ans pareil, ma mère m'aurait demandé mais pourquoi tu bouges comme ça? Pourquoi t'es comme ça quoi? Pourquoi t'arrêtes pas de courir? Et je lui aurais répondu du genre je sais pas mais ça cogne dans ma tête ou un truc dans le genre. Du coup elle m'a emmené voir une ostéopathe qui m'a un peu relaxé tous les muscles faciaux au niveau du cerveau qui étaient hyper tendus apparemment. Et grâce à ça, ça m'a aidé vraiment à me calmer. Même mes maîtresses me le disaient. Donc voilà. Donc moi c'est sûr que moi je la détestais, je détestais y aller parce qu'elle me faisait énormément mal. Mais au final je me dis que ça m'a beaucoup servi. Donc aussi quelque chose de très contraignant pour moi, surtout vis-à-vis des autres, c'est quand je parle. Donc en fait une personne lambda quand elle parle, son mucus qui vient du nez s'écoule dans sa gorge normalement sans qu'il s'en aperçoive. Sauf que moi, ce mucus-là, il ne s'écoule pas normalement, il se stocke. Donc là, par exemple, je vous parle, et au moment où je vous parle, je sens que là, j'ai du mucus qui se stocke derrière mon nez et qui ne veut pas s'écouler. Donc du coup, je suis obligée de faire ce truc très glamour pour que ça s'enlève. Donc tu vois, quand tu ne connais pas quelqu'un et que tu es obligé de faire ça, le mec, il doit se dire « Mais putain, c'est qui celle-là? Elle est dégueulasse de renifler comme ça. » Et ça, je suis obligée de le faire quasiment à chaque fin de phrase. Ah oui, un truc aussi un peu chiant, mais ça va encore. Du coup, j'ai une cicatrice dans mon palais. Et parfois, il y a de l'air qui passe dedans. Si c'est que de l'air, ça va. Tant que c'est pas des aliments, parce que là, dans ce cas, je devrais refaire une opération. Donc, il est impossible dans ces moments-là de boire à une paille. Car quand j'inspire dans la paille, et bah, tout l'air va dans mon palais, du coup impossible de boire à la paille. Mais bon, ça c'est... on s'en fout. Mais maintenant ce qui est chiant, c'est que j'ai des problèmes au niveau des oreilles. J'ai régulièrement des différences de pression. Donc ça fait que d'un seul coup il y a le petit clapet de mon oreille qui s'ouvre. Du coup ça fait comme si j'entendais tout x 5. Donc j'ai 3 tics au niveau des oreilles, c'est ça. Et c'est... Voilà, ces 3 choses-là, je dois les faire environ, sans déconner, une 50aine de fois par jour. Et toujours, quand les personnes ne me connaissent pas, elles doivent me trouver hyper folle avec tous ces tics, quoi. C'est ça que je me dis, et c'est ça qui, au final, me fait peur pour l'avenir. Car lors de mes entretiens d'embauche, je me retiens à fond de faire tout ça. Car je me dis, non mais, ils vont pas comprendre. Et puis j'ai pas envie de leur étaler non plus ce que j'ai quoi. Enfin, donc est-ce que je me referai réopérer plus tard? Donc la réponse c'est j'aimerais bien, oui. J'aimerais bien me refaire faire la lèvre. Donc je suis allée voir la semaine dernière le docteur Simon et il m'a dit que oui, c'était possible. Mais que ça pouvait pas se faire maintenant car en ce moment je suis sous traitement au Roaccutane. Du coup, je dois attendre l'arrêt de mon traitement, plus 6 mois le temps que le produit s'en aille de mon corps. Donc en gros, en mai 2018, je vais pouvoir me refaire faire la lèvre. Et justement, il y a une opération qui peut être faite pour que le mucus ne se stocke plus que quand je parle.
Mais il a dit que s'il le faisait, il y avait un risque que je parle encore plus du nez. Et c'est vrai que je sais pas trop car je parle déjà pas mal du nez et je n'ai pas du tout envie de reparler encore plus du nez. Donc c'est à voir. Donc si ça vous intéresse, je mettrai un petit update dans la description de la vidéo. Donc au final, je suis pas si différente que ça. Enfin, ce qui m'a vraiment aidée en fait quand j'étais petite, c'est l'amour de mes parents et de mes frères. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Si je pouvais donner un conseil à tous les parents qui vont avoir des enfants qui ont justement cette malformation-là, c'est de vraiment pas avoir peur, car maintenant en plus il y a des opérations qui sont in utero, je crois. Enfin, ça s'est vraiment développé à ce niveau-là. Donc vraiment que vous ayez pas peur de ça et que vous aimiez votre enfant, que vous lui dites tous les jours. Dites-lui aussi que il est beau, car mes parents me l'ont toujours dit. Et je pense que ça, inconsciemment, ça m'a vraiment beaucoup aidé, car honnêtement, quand je regarde les photos que j'avais quand j'étais petite, concrètement, on peut pas dire que j'étais un beau bébé, quoi. Faut dire ce qui est. Donc, ouais, dites ça à vos enfants. Dites-leur qu'ils sont vraiment beaux et que vous les aimez et que vous êtes là pour eux, tout simplement. Donc, en conclusion, je n'ai pas été une enfant malheureuse par ma malformation. J'ai été beaucoup aidée. Mes parents m'ont beaucoup soutenue. Voilà mon histoire. J'espère que cette vidéo en aura aidé certains et qu'elle vous aura plu tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai directement. Allez, ciao!